Bonsoir à tous. Il reste 45 jours avant le premier tour de l'élection présidentielle. Mais quelle est la place de l'éducation dans les programmes des candidats? Quelles propositions émergent pendant cette campagne qui s'accélère? C'est ce que nous allons voir pendant près d'une heure avec les représentants des formations politiques majeures. Ils sont 6 sur ce plateau. Et on commence par vous, Nadja Flank. Bonsoir. Bonsoir. Vous représentez Europe Écologie Les Verts. Vous êtes candidate aux législatives sur la 4e circonscription de l'Hérault. En face de vous, Romain Ferrara. Bonsoir. Bonsoir. Président des jeunes UMP, donc les jeunes populaires de l'Hérault. Et puis Jean-Pierre Moore, bonsoir. Bonsoir. Président de Montpellier Agglomération, président socialiste de Montpellier Agglomération, maire de Cournon-Sec et conseiller général. François Perniola, bonsoir. Bonsoir. Vice-président du MoDem de l'Hérault. René Revol, bonsoir. Maire de Grabels, chef de file régional du Front de Gauche, candidat aux législatives sur la 2e circonscription de l'Hérault. Enfin, Valérie Lopi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseillère régionale Front National en Provence-Alpes-Côte d'Azur, conseillère de votre candidate Marine Le Pen sur les questions d'éducation et candidate aux législatives sur la 16e circonscription des Bouches-du-Rhône. Je n'oublie pas non plus Pierre-Paul Castelli, directeur de l'antenne de TV Sud, qui m'accompagne pour ce débat. Bonsoir Pierre-Paul. Bonsoir Olivier, bonsoir à tous. L'éducation a un sujet important, le plus gros budget de l'État, 62 milliards d'euros. Avant de parler des propositions des uns et des autres, un mot des chiffres, on en entend beaucoup en ce moment. On va faire une mise au point sur l'évolution du nombre d'enseignants et d'élèves du premier et second degré entre 2000 et 2010, une baisse donc du nombre d'élèves sur cette période de 149 000. Voilà, on le voit sur ce schéma. Et puis une baisse aussi du nombre d'enseignants de 20 792, très exactement des chiffres. Sont des chiffres du ministère de l'Éducation nationale. Voilà, des chiffres officiels. Donc elle ne date pas d'hier, d'ailleurs, cette polémique sur les chiffres. Que faut-il faire de ces effectifs dans l'éducation nationale sur cette question? Oui, par rapport au temps de passer des profs dans l'établissement, je suis enseignante, je suis directrice dans une école en ZEP. Alors, il est bien évident que votre comptabilité est faite pour les professeurs du secondaire, mais pour ma part, je passe 39 heures dans mon établissement et je pense que les heures qui seraient passées en dehors de ces 18 heures, Nicolas Sarkozy dit que les professeurs resteraient au sein de l'établissement, ouvriraient d'ailleurs un bureau pour recevoir les élèves. Alors, d'une part, je ne vois pas quels élèves iraient voir le professeur dans son bureau pour lui dire quoi. Et d'autre part, effectivement, les professeurs, c'est un petit peu démagogique aussi de parler de ces seulement 18 heures de cours, puisqu'en fait, il est évident qu'il y a de la préparation, qu'il y a de la correction. Et donc, le problème n'est absolument pas à ce niveau-là. Le problème n'est pas dans la comptabilité. Évidemment, il ne faut pas supprimer le nombre d'enseignants à un fonctionnaire sur 2, ça serait effectivement ridicule. Il faut évidemment qu'il y ait un enseignant quand même pour un minimum de 25 élèves par classe. Et 25 élèves par classe aujourd'hui m'apparaîtrait très, très intéressant. Depuis le début du débat, nous disons que le nombre et la comptabilité n'est pas importante, mais finalement, on tourne quand même toujours autour de ce nombre. Il en faut plus, il en faut moins. Moi, je pense que le problème de fond ne se situe pas ici. Moi, je pense que le problème de fond, c'est de restaurer une véritable école de la République qui a été excellente jusque dans les années 70. Et donc, ça veut dire que c'est une école qui a fait ses preuves. Pourquoi elle a fait ses preuves? Et qu'est-ce qui s'est passé, en fait, dans les années 70? Et notamment en 1989, quand Lionel Jospin a dit, voilà, maintenant ce sera l'enfant qui sera au cœur des apprentissages et non plus les savoirs et non plus l'instruction. Eh bien moi je pense que c'est à partir de cette période-là que tout a chaviré et que le marasme qui existe actuellement dans l'éducation se situe. Effectivement, je suis directrice d'école en ZEP et les souffrances que je vois de la part des élèves, de la part des enseignants, de la part des parents, c'est que la maîtresse n'a plus sa place de maîtresse face à sa classe. Et c'est que notre hiérarchie ne nous soutient pas lorsqu'on a besoin justement de retrouver notre autorité. Les enfants, pour être autonomes, ont besoin d'être éduqués. D'ailleurs, sinon il n'y aurait pas besoin d'école, si en fait ils étaient autonomes dès la naissance. Et en fait, le but de l'école, c'est justement de rendre autonome intellectuellement le citoyen. Et pour cela, il faut qu'il aille à l'école et il faut qu'il ait un maître qui l'éduque. C'est le principe de l'école. Est-ce que ce n'est pas une vision un peu rétrograde, si je peux me permettre? Dans votre programme, il y a école sanctuaire, il y a discipline, il y a tolérance zéro. L'école des années 50, 60, 70, peut-être qu'on l'idéalise un petit peu aujourd'hui, hein, en termes de réalité, de l'efficacité, de preuve d'efficacité. Et puis, il y a beaucoup plus de jeunes aujourd'hui qui arrivent au baccalauréat, par exemple. Est-ce que c'est forcément une mauvaise chose? Non, au contraire, c'est bien. Derrière, il faut que l'école soit exigeante. Il faut que l'école soit exigeante pour que, quand on arrive au baccalauréat, on ait vraiment un niveau de bachelier. Donc,
Pour cela, il faut que dès le CP, il y ait des exigences de la part des programmes scolaires et qu'ils soient beaucoup plus simples et précis qu'ils le sont aujourd'hui. Aujourd'hui, on nous demande de suivre le socle commun de connaissances et de compétences. Or, pour les parents, ça c'est du charabia, si vous voulez. Avant, et ce que nous demandons, la véritable école de la République, si vous voulez, c'est qu'elle soit lisible pour les parents, pour les enfants et pour les enseignants. Là, je voudrais dire deux choses. C'est là où on est vraiment complètement affronté, y compris sur les questions de pédagogie. Le Front National, par exemple, sur la question de la méthode de lecture, prône le retour à la méthode syllabique. En CP. Donc voilà, en CP. On est un certain nombre d'enseignants à avoir défendu le fait, et on continue à le défendre, le fait que la méthode syllabique ne suffit pas. Comment vous voulez faire comprendre le sens de l'orthographe, de la grammaire, etc., avec juste la méthode syllabique? L'important pour l'enfant autonome, pour l'élève qui a un esprit critique, etc., c'est qu'il comprenne ce qu'il apprend. Or, quelle est la différence entre la phrase « je ferai ce que je dis » ou « je ferai peut-être ce que je dis » La différence, c'est qu'on met ou pas un S à la fin du verbe faire, et que ça demande de comprendre et de savoir ce qu'on a envie de dire. C'est très important de travailler les méthodes en fonction d'objectifs pédagogiques que l'on se donne notamment dans Valérie Lopi, sur cette question de la petite enfance. Ce que je voulais enfance. dire, c'est que, encore une fois, on tourne autour du pot, mais la question cruciale, c'est que quand on met son enfant à l'école, ce que veulent les parents, c'est que leurs enfants réussissent, c'est-à-dire qu'ils réussissent leur scolarité pour quand ils sortiront du système scolaire, ils aient justement toute leur autonomie intellectuelle pour choisir un métier, pour choisir ce qu'ils veulent faire. Et donc pour moi, cette égalité des chances, ça passe par une école dépourvue de ce pédagogisme qui nous fait souffrir depuis les années 70. Et moi, ce que je vois, c'est des enseignants comme moi qui souffrent du fait que tous les 2 ans, on nous demande de changer de méthode. Or, il y a des méthodes qui ont fait leurs preuves, qui s'appellent entre autres la méthode syllabique, et qui a fait ses preuves, n'en déplaise que je suis donc directrice d'une école en ZEP et que j'ai été remarquée, enfin mon école, mes élèves ont été remarqués pour leur taux de réussite qui dépasse de 5 points les attentes d'une école en ZEP. Pourquoi? Parce qu'en fait, les méthodes que nous employons, c'est justement toutes simples. C'est pour donner du sens, il faut partir de quelque chose de clair. C'est-à-dire que les programmes scolaires doivent partir du simple au complexe. Madame Lopi, si je peux me permettre, on était sur un tour de table sur la petite enfance, c'est-à-dire avant l'acquisition de la lecture. Hein, vous parlez de méthode syllabique, donc qui arrive en école primaire. Donc pour la petite enfance, les propositions du Front National. Alors, au niveau de la petite enfance, moi je pense que 2 ans c'est trop tôt pour les enfants. Ils ont besoin quand même de leurs parents, ils ont besoin de leur maman. Et à 2 ans, ce sont des bébés, ce ne sont pas des enfants. Alors il est vrai, c'est très bien de penser en fait au côté pratique des mamans monoparentales. Pour que les mamans gardent des enfants chez elles. Pas forcément de renvoyer les femmes non, chez mais elles et qu'elles il faut quand même penser aux enfants, si vous voulez, parce que le service public de l'école, ça s'adresse quand même au bien de l'enfant. Et il n'est pas question de laisser des bébés à l'école qui, je trouve, en collectivité, n'ont pas leur place. Ou alors la crèche, effectivement, c'est la place d'un enfant, mais pas une école. Voilà. Parce que l'école, c'est quand même fait pour des apprentissages. La crèche, c'est effectivement adapté aux enfants, aux bébés. François Pagnola. C'est fait pour apprendre le langage aussi, l'école. Excusez-moi. Ah ben bien sûr. Très essentiel à 2 ans. Exactement. Essentiel. Oui, on l'apprend aussi à la maison. D'abord, on apprend à parler à la maison. Justement. François et là, on revient sur le rôle de l'école. On ne va pas directement de la maternité à l'école. Voilà, Valérie Lopi, le FN est plutôt favorable à l'apprentissage dès 14 ans. Oui, bien sûr, parce qu'en fait, si vous voulez, ce qu'évoque l'apprentissage, c'est aussi le problème et le terrible échec du collège unique. Il est vrai que beaucoup d'élèves, dès la fin du CM2, ont envie de quitter les bancs de l'école et s'ennuient terriblement au collège. C'est tôt quand même, hein. Très, très tôt, oui, évidemment pas. Alors évidemment pas à la fin du CM2. Par contre, pas à la fin du CM2 parce qu'on est un enfant et on a 10 ans. Mais à partir de la 4e, une fois que, si effectivement les exigences ont été retrouvées dès le CP, à la fin de la 5e, en début de 4e, beaucoup de jeunes seront à même d'avoir une orientation éclairée, c'est-à-dire avec un enseignement fondamental qui leur a été donné jusqu'à l'âge de la 5e. Et ensuite, un contrat d'apprentissage peut être proposé par choix, donc positivement évidemment, et non plus par défaut comme c'est le cas aujourd'hui.
Et donc, évidemment, l'apprentissage sera revalorisé de par ce fait, c'est-à-dire qu'on tiendra compte des aspirations aussi des collégiens, et non pas seulement d'une idéologie où, en fait, il faut absolument que tout le monde ait le même enseignement jusqu'à 18 ans, alors que c'est un échec. Mais même y compris une orientation professionnelle à caractère professionnel à partir de la 5e, de notre point de vue, c'est beaucoup trop tôt. Voilà, on a le temps, quoi. Cool, on va ralentir, on n'est pas ce monde de la rentabilité. Attendez. Ça, c'est ce que vous entendez. Moi, je n'entends pas la même chose. Je suis désolée, ce monde de l'efficacité, de la rentabilité, de la compétition. Cool. On se pose, on réfléchit, on travaille ensemble. Du coup, ce sont des élèves absents de l'école. Non, pas du tout. Qui quittent les bancs de l'école et qui sont dans la rue. Exactement. Et qui sont dans la rue. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Écoutez bien. Ils sont dans la rue. L'enjeu, c'est que l'école est très grave. soit un lieu accueillant. Puis on va aller assez vite sur cette question-là pour que tout le monde puisse parler. Il nous reste quelques minutes. Alors nous sommes pour la création d'un grand ministère de l'enseignement supérieur et nous sommes pour enlever au président cette charge qu'il a actuellement, c'est-à-dire de gérer la masse salariale comme une entreprise privée. Donc la mission... Revenez sur un des grands principes de la loi LRE. Tout à fait. Et par contre, nous sommes pour la revalorisation des universités qui a été bien mise à mal et pour un meilleur respect des étudiants et du personnel de l'éducation dans les universités, parce qu'on pense qu'effectivement, il faut augmenter le nombre de boursiers et le montant de la bourse. René Revol, sur cette question très courte. On parle très bientôt. Très bonne soirée à tous.